Allez, fais-le. Épisode, rendez-vous inspirant. C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour à vous. Invité. Oui, Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour, Ben oui, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça. Mon prochain invité, je le connais depuis 17 ans déjà, c'est en 2001. Je l'ai rencontré lors d'une audition. On cherchait à compléter une distribution, un casting, en vue de former des familles pour une nouvelle série. On auditionnait à tour de rôle, puis ça, c'était avec différents acteurs et actrices. Puis c'était quand même assez long comme audition, donc on nous avait mis à notre disposition une petite salle d'attente. Une salle d'attente, et c'est là que j'ai découvert l'objet, la chose, le phénomène, l'individu. C'était un jeune homme de 15 ans qui portait un pantalon tartan, si je me rappelle bien, il pourra me corriger. Pantalon tartan, c'est un pantalon de laine coloré avec du tissu écossais. Il me semble qu'il y avait un T-shirt noir avec un logo, mais je ne me rappelle pas du logo. Par contre, ce que je me souviens, c'était ce regard noisette, à la fois intense, espiègle et surtout curieux de connaître l'autre. Est-ce que c'était un défaut du fait qu'il avait déjà animé un talk show étant jeune? Mais bref, on s'y met à discuter de tout et de rien pour découvrir que tout d'un coup, on aimait un groupe légendaire, les Rolling Stones. Et moi, je l'avoue publiquement, quiconque aime les Rolling Stones, ben c'est déjà un bon début pour devenir un de mes amis. Et là, j'ai tout de suite senti cette complicité et la possibilité d'avoir beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et c'est ce qui s'est produit puisque lui et moi, on a été choisis pour faire partie de la grande famille des LLC, les L'Espérance Laporte Carpentier, qui humblement, à mon avis, allait devenir une série familiale culte dans le cœur de bien des téléspectateurs, c'est-à-dire Ramdam, et lui, avec son talent d'interprète, qui a créé un des personnages les plus populaires de la série Ramdam, c'était Manolo, Persécution, Maxime Desbiens-Tremblay. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi. J'ai l'impression que c'est quasiment un hommage. J'ai 75 ans. Non, mais je t'entendais bouger. J'avais le goût de dire, arrête de bouger, Colin, tout le monde. Non, mais j'avais le goût de dire ça. Puis en même temps, je sais que quand on parle de rôle, de série culte, souvent, les interprètes, les acteurs, les artistes, les musiciens, on veut tous connaître le succès, on veut tous créer un succès, mais en même temps, on a peur d'être enfermé dans ce succès-là. Je pense à James Bond, je pense à Harry Potter, à Marc Arcan. Des rôles marquants, oui. C'est ça. Ben, en même temps, c'est ce qu'on nous demande. Puis je pense que le fait qu'on soit capable de faire un rôle marquant, ça devrait dire, hey, ça veut dire que j'ai un talent, ça veut dire que je suis capable de faire autre chose, et ça veut dire que engagez-moi, puis soyez content que j'ai créé un rôle marquant. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je pense que, premièrement, le métier de comédien, c'est de montrer plusieurs facettes puis plusieurs côtés. Souvent, on parle de notre personnalité pour créer un personnage. Oui. Ça, tu le sais, Hugo, mais après ça, on développe des trucs qui peuvent nous inspirer à incarner quelqu'un d'autre et se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais effectivement, il faut que les gens partent avec le fait que notre travail, le but d'un comédien, c'est d'incarner plus qu'un personnage dans la vie. Donc, des fois, c'est sûr que c'est spécial de voir des productions, des fois, ils se disent « Ah, ben lui, on l'a vu dans un rôle de méchant, ben il a une bête, il a une gueule de méchant, il va toujours faire des méchants. » C'est pas ça notre métier, mais des fois, les gens, c'est comme ça. On met dans un carré, on étiquette quelqu'un, et puis après ça, on pense que la personne n'est pas capable de faire d'autres choses, mais je pense que la qualité d'un grand comédien, c'est d'être versatile. Est-ce que c'est la même chose avec, mettons, un succès, je sais pas moi, est-ce que tu as un succès, aime, pardonne, puis à un moment donné, les gens te disent, on voudrait que ça soit dans ce genre-là, parce que c'est comme ça que les gens t'ont connu, puis tu dis, non, je veux pas me faire enfermer. Je veux découvrir tout ça, je vais aller dans différents univers, et en même temps, j'imagine que, je sais pas moi, Robert Charlebois, il devait dire, j'ai un style U2, n'importe qui, comme ça. T'as un genre, mais en même temps, le public veut pas être constamment dérouté. Ils veulent avoir une ligne artistique pour que tu puisses plonger dans un autre univers, mais pas constamment les déboussoler. Est-ce que... Non, c'est touché parce que l'important, là, Hugo, c'est d'être fidèle à soi-même. Puis moi, j'aime beaucoup les artistes qui sont autant éclectiques, autant qui ont une signature très, très distincte, puis qui ont leur son, tu sais. Donc moi, des fois, comme là, mon dernier album est beaucoup plus planant, plus électro. On s'éloigne du folk rock que ce que je faisais avant.
Sauf que ça reste qu'on me reconnaît aussi quand je chante. Tu sais que c'est moi, tu sais que c'est mes textes, c'est mon ambiance. T'sais. On ressent encore l'ambiance que j'ai depuis toujours. Mais je suis allé découvrir un autre style musical parce que moi, dans ma vie, j'écoutais plus de trucs qui ressemblaient à ça. J'étais inspiré par ça. J'avais le goût de faire cette musique-là. Un genre de défi comme artiste, tu comprends? T'sais? Oui. Je voulais mettre la guitare acoustique de côté pour cet album-là comme genre de défi de dire, je suis rendu là, je vais donner un son à mon album un peu concept, sans perdre. C'est sûr que tu veux garder ton public qui a aimé tes tunes puis tes singles qui ont plus marché. Mais ça reste que moi, j'ai la chance d'être encore dans la relève. Même si j'ai des trucs qui ont marché, j'ai des tunes qui ont joué à la radio, des chansons, j'ai la chance quand même d'être dans la relève. Donc, je peux me permettre encore, j'ai l'impression d'expérimenter puis de m'éloigner au pire, à défaut de gagner d'autres fans, d'autres auditeurs, mais d'en perdre d'autres. T'sais. Je pense qu'il faut juste jamais s'oublier puis faire ça pour soi-même en partant, en espérant que les gens embarquent dans ton monde. C'est ça important. Et là, quand tu dis embarque dans ton monde, moi, une des questions que j'ai... Et là, les gens qui nous écoutent, il y a des gens... Tout le monde, combien de personnes m'ont dit « J'aimerais être un acteur, j'aimerais être une rockstar, un musicien. » Il y a des gens, il y a des papas, des mamans, il y en a, il y a des plus jeunes qui nous écoutent. Comme moi, j'ai dit, ce balado-là, c'est entre la créativité, l'innovation et tout ce qui se passe entre les deux. Et de ce que j'entends, de ce que tu me dis, là où tu en es avec la compréhension de... Ça fait quand même déjà 20 ans que tu es dans le showbiz, 21 ans. Quels sont les ennemis de la créativité et de l'imagination, selon toi, présentement? Bien, avec les réseaux sociaux, les gens ont un jugement donc et une tribune beaucoup plus facile qu'avant. Oui. Donc, le danger, c'est d'avoir peur un peu de recevoir des commentaires un peu plus cruels. Tu sais, c'est plus cru. Tu n'es pas obligé d'être un journaliste dans la presse pour avoir ton opinion. Tu peux l'avoir sur une tribune, sur un blog, sur Internet. Donc, le danger, c'est d'être trop conscient de l'opinion des autres. Que moi, je dois t'avouer, je l'ai eu plus dans la vingtaine. Là. Okay. J'avais le désir de plaire au grand public. Je voulais rejoindre le monde. Je voulais que les gens chantent mes tunes. Mais j'ai l'impression que moi, maintenant, avec mon dernier disque, que je l'ai fait plus pour moi, que je rejoins plus de monde en étant plus près de l'authenticité puis plus près de mes sentiments puis de la vérité, que de vouloir plaire. Tu comprends? Fait que c'est comme si la vie nous disait « Soyez vrai », tu sais. Ben, c'est ce que moi, tu chantes aussi. C'est ça que je ressens, moi. C'est ça que je ressens, en tout cas. Il y a une de... C'est « Si j'étais moi », cette chanson-là, moi... Tout à fait, mais oui. Elle m'a complètement chamboulé parce que... Puis j'ai l'impression que c'est un hymne à beaucoup, à ta génération, les milléniaux, tout ça, qui fait que... Ceux qui ont été connus jeunes, tout c'est ça, puis tu t'es laissé en... Ben, même pas être connu. Tout le monde veut avoir son 15 minutes de gloire, mais perpétuelle sur les réseaux sociaux. Et ça, ça m'amène à te poser ça fait déjà un bout de temps. Je peux te poser la question parce que normalement, cette question-là, je la pose à ceux qui ont plus de sagesse, pour pas dire à ceux qui sont plus vieux. Mais comment tu arrives à composer avec l'usure, la performance? Parce que qu'est-ce qui t'amène à dire j'ai le goût encore de me dépasser, de découvrir, puis d'être, est-ce que je pourrais dire être meilleur? Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Bien, je pense que c'est personnel chacun, on a notre limite de où on aimerait ça se dépasser, puis on a tous de quoi se prouver. Mm-hmm. C'est juste que le barème change, tu sais. En tant que chanteur, puis danseur et concepteur, puis tout ça, je me suis quand même poussé à une limite que je me suis dit, bon, je suis correct, j'ai été capable de le faire. Ça dépend dans quel domaine de l'art, qu'est-ce qui nous motive. C'est vraiment ça, c'est plus une affaire de passion qui fait que, mettons, moi, je le sais que j'aimerais ça m'améliorer comme réalisateur, comme technicien de son, comme directeur musical, tout ça, puis j'en apprends encore beaucoup, mais je sais ce que je veux. Okay. Et ça... En sachant ce que tu veux, même si j'ai juste 33 ans, ça fait longtemps que je fais le métier quand même. Fait que je peux me permettre de dire que je sais ce que je veux et je sais ce que j'aime. Ça peut te permettre de faire des trucs que tu n'as jamais été capable avant, puis d'apprendre sur le tas, d'apprendre sur le terrain, en fait. Et ça m'amène... C'est ce qui me motive, tu sais. Et ça m'amène à l'autre question, c'est qu'on a tous des échéances. À un moment donné, il faut que tu sortes ton album, il faut que la journée de tournage soit terminée, il faut créer le personnage, il faut apprendre des textes. Ça veut dire, comment, quand tu as des échéanciers précis, comment tu arrives à avoir des idées? Est-ce que, à un moment donné, tu dis, Robert Lepage avait dit, je me mets dans une condition où je suis obligé d'avoir une idée, d'avoir des idées. Je suis d'accord avec ça, et... Autant avec les deux, des fois, c'est bien de dire « OK, là, il faut que je m'enferme, je compose ou que je crée ou que j'écrive, tu sais. » Mais il faut quand même suivre l'élan de quand, mettons, tu sais que tu as un élan d'inspiration, bien, tu annules tes plans puis tu te mets là-dessus. Il faut que tu écoutes ton instinct. Ça, c'est super important. Parce qu'il y a combien de personnes que tu connais
qui disent « Ah, j'ai toujours rêvé de ça » ou « J'aimerais ça faire un projet de ça », mais à cause qu'ils veulent ramener de l'argent à la maison, ils continuent par faire du 9 à 5 puis à mettre ces projets-là de côté. Et c'est là l'erreur. Il faut que tu prennes le temps de faire les projets qui te tiennent à cœur puis que tu sois tenace. Puis, attends. Puis répète ta question, excuse-moi, je me suis un peu... Non, mais je veux dire, comment tu arrives à... Tu sais, tu as un échéancier précis. Un échéancier, oui. Et là, il faut que tu arrives... Je reviens à... Comme je t'ai dit, on aime les Rolling Stones. La première chanson que les Stones ont écrite ensemble, leur manager les a enfermés dans une pièce, puis il a dit, vous sortez pas d'ici tant qu'il n'y a pas une chanson qui est écrite, parce que là, on dépend des Beatles, on fait juste du cover, et à partir de maintenant, on doit avoir notre style. Vous n'avez pas le droit de sortir tant qu'il n'y a pas une chanson qui est sortie de votre imaginaire. Mais regarde, moi, je pense que je le fais moi-même. J'ai eu la chance de ne pas avoir... C'est sûr qu'à chaque album, je sais que je dois composer une dizaine de chansons. Mais ça, je suis un gars qui écrit tellement beaucoup, qui est très prolifique, que j'ai pas besoin de me forcer. Ça se fait naturellement. Okay. C'est sûr qu'il y a des vagues, des fois, que je compose plus que d'autres, mais je compose souvent, donc ce qui fait que je ne perds jamais la main. Mais pour l'exemple de mon dernier disque, Hugo, si ça peut te montrer un exemple, j'ai écrit 36 chansons. Wow. Et j'en ai gardé 8 pour en réécrire 3 autres. Donc, c'est pour te montrer que j'ai composé beaucoup pour en garder peu, ce qui, selon moi, fait en sorte que la qualité est meilleure, c'est à mon goût, je peux faire l'album que je veux. Je ne dis pas que ceux que j'ai pas pris sont pas bonnes, mais dans le timing où j'étais rendu et le son que je voulais donner, c'est ceux-là que j'ai choisi pour ça. Mais, regarde, tu vois, moi, l'album était supposé sortir il y a 1 an, là. Petite anecdote par rapport à mon disque, mais pour des raisons de logistique, de paye, de business. Il est sorti 1 an plus tard. Et ça a été très difficile pour moi parce que sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu es tout seul à avoir ton projet, tes idées que tu penses être bonnes, tu sais. Oui. Et là, tu te mets à te poser des questions, à dire, est-ce qu'il y a juste moi qui triple là-dessus? Parce qu'écoute, il y a peut-être juste 2-3 personnes qui l'ont écouté, tu sais. Ben ça, là, tu devances ma question. Ça, je vais y revenir tantôt. Ça, garde-la en banque, cette idée-là. Je l'aime. Okay. Et quand tu parles de composer, d'avoir des idées, tu me dis, j'en ai écrit 36. Moi, je me rappelle, à l'école de théâtre, j'avais Yvan Ponton, qui était un de mes profs d'improvisation. Et lorsqu'on faisait de l'impro, il nous disait, vous pouvez jouer pendant des heures le malheur, mais c'est très difficile de jouer le bonheur. Et la question, c'est, souvent, on a l'impression que pour, particulièrement dans le monde de la chanson, des auteurs-interprètes, qu'on doit être nébuleux, qu'on doit être malheureux, qu'il faut être insatisfait, qu'il faut être à beaucoup de colère et beaucoup de rage pour arriver à pondre un album qui nous soulève. Est-ce que tu trouves l'équilibre, parce que tu parles beaucoup de bonheur, toi, tu parles beaucoup de se retrouver, tu parles de se reconquérir, tu parles de quelque chose qui est aérien, qui flotte, et c'est un terme qui est récurrent chez toi, le bonheur. Tout à fait. Donc, tu trouves cet équilibre entre l'intense, parce qu'il y a plein de choses que j'imagine qui nous choquent, qui nous dérangent, qui nous bousculent, et en même temps, tu arrives à trouver l'équilibre là-dedans? Est-ce que ma question est claire? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça la question, c'est que le mot équilibre, c'est con parce que c'est toujours un défi qui est très dur à avoir, un équilibre dans une vie. Mais je trouve que dans mes chansons, je réussis à l'avoir parce que il y a un côté que j'aime ça aller au fond des choses, pas avoir peur de dire les vrais mots puis de rentrer dans les vraies émotions. Mais il y a toujours une morale positive dans mes tunes, dans mes chansons que j'aime. Parce que j'aime autant aussi les clashs. Donc, j'ai une chanson qui parle d'une rupture, mais la musique est super entraînante. Donc, le thème est cru, puis la musique est comme positive. Puis ça, je trouve ça bien. Tu sais, c'est pas obligé non plus de toujours coller. Tu veux des happy endings ou quoi? Pour toi, c'est important qu'il y ait une... il y a toujours espoir. Il faut toujours qu'il y ait espoir. Il faut toujours qu'il y ait un genre de... Autant de rentrer dans les émotions, rentrer dans le sujet, mais avoir un recul puis dire, regarde, c'est peut-être mieux comme ça. T'sais, souvent, ça finit de même, mes chansons, de dire, c'est correct, puis ça me fait... C'est correct de se poser des questions aussi. C'est vraiment correct de se poser des questions. C'est la base. C'est ça qui inspire. Mais oui, c'est la base. Puis je suis toujours à la recherche du bonheur, puis c'est correct parce que faut se poser ces questions-là. J'aime mieux être un gars qui se pose des... Puis parfois, qu'il y a des vagues plus down, plus up, mais au moins, j'ai l'impression que c'est plus profond. Il y a un sens. Ça me donne un sens à la vie, plutôt que flirter et faire semblant ou je sais pas comment dire, ou être moins conscient de ce qui se passe dans le monde puis d'être malheureux. Et ça, quand tu parles de flirter, d'avoir des idées, tout ça, là, c'est jusqu'à présent, à 33 ans, quelle est la meilleure idée que tu n'as jamais eue? Tu dis ça, là, cette idée-là, pour moi, là,
c'est une idée qui m'a... C'est la meilleure idée que j'ai eue. Et tu sais très bien que l'autre question, ça va être quelle est l'idée la plus stupide que tu as eue jusqu'à présent? C'est excellent, ça. Est-ce que tu me poses la question dans le domaine artistique? Je te pose la question artistique, si tu veux. Je te pose où tu dis la meilleure idée que j'ai eue, c'est présentement, c'est celle-là. Effectivement, là, pas... Ben, la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie, c'est de ne pas avoir peur de vivre les choses. Okay. Ça, c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Puis depuis ce temps-là, je suis beaucoup plus heureux. Okay. C'est de ne pas avoir peur de... Tu sais, tout se dit dans la vie. Mais... Puis, tu sais, on fait du ménage à un moment donné aussi dans nos vies, dans notre amitié, dans notre famille. On comprend certains trucs. Mais de faire la paix avec comment on se sent, comment on approche les choses, comment on peut être avec le monde. Moi, ça a été la meilleure décision que j'ai jamais eue dans ma vie. Puis dans mon dernier disque, comme tu disais, ça en parle beaucoup, ça. Oui. C'est correct d'avoir des doutes, mais il faut comprendre des affaires. Puis moi, j'ai compris des trucs que c'est pas parce qu'on s'entend pas bien avec tout le monde ou qu'on choisit de... Moi, qu'on choisit d'avoir une meilleure qualité de vie avec nos amis, notre famille, puis que ceux que tu vois pas, tu les aimes pas puis qui n'ont pas fait partie de ton histoire. Moi, c'est ça que j'ai compris, c'est que les remords, c'est en arrière. On n'en a pas besoin. D'accepter que on s'entendra pas bien avec tout le monde, que des fois c'est difficile, mais il faut créer notre bonheur là-dedans. Dans tout ce chaos-là, il faut créer notre bonheur, puis c'est possible, Hugo. C'est ça qui est fou. Et là, tu dis, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, donc tu fais le lien avec l'autre question, parce que la question stupide, je vais te laisser y penser, si tu veux, mais l'idée la plus stupide. Mais quand tu dis, on peut pas s'entendre bien avec tout le monde, qu'est-ce qui te fait dire oui à un projet? Tu dis, oui, j'embarque là-dedans, oui, je le fais. Mais c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que plus que je vieillis, plus que je choisis mes projets en fonction de quel bonheur ça m'apporte, est-ce que ça m'inspire, est-ce que c'est un projet qui me branche, plus que si c'est un projet populaire qui va être bon pour ma carrière. J'ai l'impression de faire des meilleurs choix en prenant des projets qui sont inspirants puis que j'y crois, en fait. Est-ce que sur une courte période, tu pourrais travailler avec des gens de talent, mais qui n'ont absolument pas les mêmes valeurs créatives que toi? Ça, c'est une très bonne question. Mais t'as-tu dit à court terme? À court terme, sur une période, là, je dis pas d'être en prison avec ces gens-là pendant 25 ans, mais sur une période, c'est 3 mois, 6 mois, dépendamment pour mener à bien un projet, mais c'est des gens qui n'ont pas du tout, des gens de talent, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs, même pas les valeurs. C'est une question très difficile que tu me demandes parce que ça dépend. Il faudrait que ces personnes-là m'apportent quelque chose professionnellement ou qu'ils m'apprennent un truc que je suis pas capable de faire ou une facette que moi, j'ai jamais été capable d'aller. J'ai dit des gens de talent, c'est des gens de talent qui peuvent amener ton projet, ils peuvent... Ouais, mais la réponse est plus non que d'autres choses. C'est ça que je te dis, je suis tellement près de ce que... Je prône tellement la manière dont je vois les choses, pas que je l'impose aux autres, mais souvent, des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi imposent leur façon de penser et c'est là que j'ai un problème. Il ne peut pas avoir de symbiose entre les deux, temporairement... La symbiose, c'est important. La magie, c'est important. C'est une énergie qui est importante. Et moi, j'aurais peut-être plus de misère avec ça. OK. Fait que je te dirais, ça dépend. Mais plus non. OK, c'est plus non. C'est bon, regarde, t'as le droit. C'est bien parce que tu dis, depuis tantôt, tu dis, je sais ce que je veux, même si j'ai 33 ans. Donc, ça en est une preuve avec ce que tu viens de me dire. Oui, tout à fait. Et aussi, on est bombardé. Il y a de plus en plus de projets. Moi, j'ouvre la revue Voir ou n'importe quoi. Je suis subjugué de toute cette offre créative, cette offre culturelle qui est autour de nous. Et en même temps, les consommateurs, les spectateurs, les audiophiles sont bombardés de possibilités, sont de plus en plus aguerris. Et l'exemple que je veux te donner, c'est que, mettons une télésérie, je prends Série Noire, ou même ton album où tu prends 4 ans à l'écrire et les gens vont l'écouter en 38 minutes. Ils vont le dévorer. Il y a comme une impatience de dire « Hey, j'ai écouté ton album, n'as-tu un autre? Parce que moi, je l'ai écouté le week-end. Est-ce que la semaine prochaine, tu te dis « Oui, mais c'est parce que ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. J'ai écrit 38 chansons. J'en ai... » Est-ce que cette urgence-là finit par le résultat affecter la qualité créative? Hey, c'est une excellente question. C'est une des entrevues les plus intellectuelles que j'ai fait dans ma vie, ça, Hugo, tu penses? Je sais pas. Non, mais regarde, on parle de créativité. J'adore ton podcast, je sais même pas. C'est une très bonne question parce que moi, je fais partie de ça. Autant que je suis un créateur, autant que moi aussi, je suis un gars qui consomme. Écoute, Netchum, il joue dans Fait divers. J'attends que tous les épisodes sortent puis je vais me claquer ça. C'est ça, bon. Je vais écouter ça. Mais moi, je te dirais que non parce que la manière dont moi, je suis fait,
j'embarque autant dans les choses, même plus profondément, même si je le dévore. Tu comprends-tu? Parce qu'on dévore maintenant, là, c'est fou. Là. Que ça soit, on veut que le service soit rapide, on veut que la nourriture soit bonne, on veut que les séries soient de qualité, mais avec peu de budget. On fait des miracles avec rien à cette heure. Tu sais. C'est fou. C'est fou. Pour ma part, je pense que je suis encore capable de voir la qualité et l'effort et derrière ce que je consomme. Mais j'ai l'impression que dans la société, ça peut devenir un problème d'effectivement être très demandant sur la qualité, mais d'avoir de moins en moins de moyens. Donc oui, ça peut devenir un problème. Mais pour moi, non. Moi, l'exemple que souvent je donne, c'est comme si tu as passé la semaine à préparer un repas parce que tu reçois des convives le week-end, tu fais les entrées, tu travailles fort, les gens te bouffent ça en 20 minutes, ils te trottent au visage et ils disent « Bon, qu'est-ce qu'on mange maintenant? » Là, me semble que comme créateur, des fois, j'ai le goût de dire « Est-ce qu'on peut amener... » Je reviens à Série Noire à l'époque, parce que je me disais « Est-ce qu'on peut dire « T'en écoutes 3, t'en écoutes 3, t'en écoutes 4. » Voici ce qu'on te suggère pour être capable d'avoir un rythme, pour être capable de savourer. Mais je vais te dire un truc, par exemple. Pour les séries, des fois, c'est plus facile. Quand tu écoutes ça en rafale, tu comprends mieux les personnages, mieux l'histoire. Il n'y a pas une fatigue intellectuelle à un moment donné qui fait que tu te dis « Ah, le 10e épisode, là, je suis comme fatigué, j'ai les yeux qui me piquent. » Ou ça fait une demi-heure, une heure que j'écoute un album. Non. À un moment donné, je vais prendre le temps de cette chanson-là de comprendre où il voulait m'amener. Je la savoure un peu plus pour... Ça dépend. Tu viens de dire le point, là. C'est de comment... Les gens C'est sûr que si tu écoutes un album en recevant du monde, en faisant un souper, c'est pas du tout la même chose que si tu ouvres le vinyle, tu lis les paroles pendant une heure en écoutant le disque, c'est tout à fait différent. C'est la même chose que de comment tu savoures un repas. Si tout le monde aide un peu à faire à manger, puis que les gens se parlent de comment c'est bon, puis qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, puis tout ça, là, c'est intéressant. C'est de la manière dont tu te nourris. Oui, donc, le comment, pour toi, là, va faire en sorte que la qualité créative... et ça, c'est autant les bailleurs de fonds, c'est autant les publicitaires. C'est tout ça, je pense que dans un avenir, j'espère plus près que loin, on va dire le comment on peut retrouver ou continuer à réapprendre à consommer comme il faut ce qu'on nous offre. Parce que c'est sûr que là, on a plus de quantité. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça joue sur... On voit plus de séries, on est bombardé de musique, on est bombardé de restaurants partout. C'est sûr que c'est facile de se perdre. L'important, c'est que toi, tu prennes le temps de savourer à ton goût, tu sais. Comment tu arrives à prendre un recul devant un problème? Comment tu arrives à lâcher prise? C'est très difficile. C'est difficile? Oui, c'est difficile parce que je suis un gars qui est acharné et têtu et j'aime ça aller au fond des choses, j'aime ça me perdre dans le travail pour ensuite faire, sais-tu quoi, c'est un coup de génie ou c'est de la merde. Okay. Tout simplement. Je lance aux poubelles ou je vois plus loin. Tout à fait. Puis je suis jamais retourné derrière pour reprendre une vieille chanson. J'ai jamais fait ça. Okay. Jamais, parce que je préfère avancer. J'aime mieux voir vers l'avant que dire « Hey, c'était bon cette chanson-là, on devrait peut-être faire quelque chose. » T'es en mouvement. Et donc, je veux dire... En mouvement, exactement. Je bloque, je me dis, OK, là, on va prendre une pause, prends un recul. Ma question, c'est, est-ce que tu aimes te retrouver seul dans ces moments-là? Est-ce que moi, je dis souvent aux gens, lors de la conférence, ça vous prend un espace créatif, ça vous prend un oasis, ça vous prend un moment où vous n'êtes pas toujours en train de sociabiliser, vous n'êtes pas toujours en représentation avec d'autres humains. Ouais. Est-ce que tu aimes te retrouver avec toi-même? Moi, c'est le contraire. J'aime trop me retrouver avec moi-même. Il faut que je sorte de ma bulle. OK. C'est exactement le contraire. Il faut que je fasse écouter au monde. Comme pour mon album, j'ai fait une écoute chez nous avec ma famille proche puis mes amis proches, avec très peu de monde, là, une dizaine de personnes. Oui. Mais, écoute, est-ce qu'il y a un danger de le faire avec des amis proches? Est-ce que ça aurait été mieux d'aller dans la rue, dire toi, est-ce qu'on peut, des gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas à quel point tu bûches, que tu Je l'ai fait à mon premier disque, Hugo, puis ça a été plus ou moins convaincant comme expérience parce que j'avais dit au monde, écoutez mes tunes, puis dites-moi c'est lesquelles vous préférez, puis je me suis dit, je vais garder ceux que les gens ils disent, celle-là est très bonne, puis si ça revient, je vais la mettre. Mais c'est devenu un album qui m'appartenait moins, tu comprends-tu? Tandis que je me suis vraiment pas ouvert au monde extérieur pour mon dernier disque, et c'est celui que les gens me parlent le plus positivement. C'est ça que je te dis que des fois, quand on veut trop, ça marche pas. Ça bloque. Il faut s'écouter plus. Puis non, des fois, c'est ça le danger. Moi, il faut que je sorte, puis que je fasse écouter, puis que j'aille... même si c'est négatif, c'est pas grave. Je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde. Là. C'est ça qu'il faut et on veut pas plaire à tout le monde. On ne veut pas plaire à tout le monde. Non, au final, non. Moi, ça m'a pris du temps, là, mais au final, tu veux pas plaire à tout le monde. Sinon, ça rend ça drabe un petit peu. Il faut vraiment assumer qu'est-ce qu'on est. Puis
Mais le danger, tu parlais, c'est ça, de s'ouvrir, là, de travailler seul ou de trouver une place où se ressourcer. Oui, as-tu un endroit que tu dis, moi, j'ai mon petit studio où j'aime aller dans le bois, j'ai un endroit où je dis, là, c'est comme un petit rituel de ressourcement, un oasis créatif. Oui, non, tout à fait. Ben moi, tu sais, j'ai souvent resté... Autant j'ai composé dans des chalets qu'en ville. Donc, c'est les deux facettes que j'ai qui, moi, m'ont toujours inspiré. Mais je dois t'avouer que quand je quitte, que je vais en voyage ou que ça m'inspire ou que j'ai le goût de relaxer, c'est tout le temps sur le bord de l'eau. Okay. Moi, j'ai un côté un peu marin non assumé là, dans la vie. Là, parce que ça me représente un peu la liberté, l'infini de pouvoir partir. Tu sais, on est petit dans une planète qui est immense. Oui. Donc, un point d'eau, moi, c'est là que je me ressource souvent. J'ai l'impression d'avoir la possibilité de toujours partir. Donc, c'est ça que ça me crée, moi, d'être proche de l'eau. Donc, à Montréal, mes parents ont un chalet sur le bord du fleuve aussi. Donc, je trouve ça parfait, ça. Donc, ça te ressource. L'eau, pour toi, c'est un élément... Exactement. Et puis, bon, tu as 33 ans, tu es au début de l'aventure et en même temps, t'as des fans, il y a des gens qui doivent te dire « Moi aussi, je veux faire ce métier-là ». Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui commence dans ton métier? Et quelle erreur la plus fréquente, selon toi, est commise par un débutant dans ta profession, dans ton métier? Ouais, je trouve ça touché comme question, puis difficile parce que je suis qui pour dire ça aux autres. Non, mais... c'est pas de morale. Je te dis juste, avec l'expérience que tu as, souvent je disais aux jeunes, oublie pas que le psychologue est à tes frais après la production. Tu n'es pas obligé de te casser mentalement pour que les gens aiment ce que tu fasses. C'est pas. Il faut que tu te protèges émotivement aussi pour être capable d'aller plus loin dans le désir de performer et de prendre plaisir à composer, à jouer, à interpréter des personnages. Exactement, je suis d'accord avec toi parce que c'est facile de se péter la gueule puis d'arriver super craqué puis de dire yes, tu sais, puis... T'étais pas obligé de t'ouvrir les veines et dire comme Iggy Pop, je me vide de mon sang en live à tous les soirs. Non, mais c'est ça, mais tu vois, c'est ça que j'ai appris avec le temps puis ce que je pourrais justement conseiller aux plus jeunes, c'est que faut pas perdre l'intensité puis la passion, ça, c'est super important de garder ça, mais j'ai tellement vu du monde se brûler, soit en s'enflant la tête, soit en étant workaholic et en donnant trop d'heures. Oui. Il faut savoir justement se ressourcer, prendre du temps pour soi-même, se garder du temps pour relaxer pour sa famille, ses amis. C'est vraiment important, ça. Ça revient à l'équilibre qui est beaucoup dans tes albums. Exactement. Parce que on est nord-américains, on a moins la mentalité qu'en Europe ou de l'Est. Tout ça, ils prennent plus de pauses. Le bonheur est plus important que le cash que tu ramènes sur la table. Puis ça, il faut faire attention aussi. Tu sais. On valorise le workaholic. On valorise ça, on valorise la performance. Et c'est là-dessus que moi, on perd. Je te dis que oui, c'est correct de travailler dur pour ce qu'on fait, mais la performance, il y a des gens qui travaillent beaucoup trop d'heures, ils arrivent à la maison, ils sont malheureux, ils n'aiment pas leur travail. Il faut faire attention à ça. Tu sais. Puis dans notre métier, je sais qu'il faut saisir les occasions. Tu sais, ça, tu le sais. Oui. Quand tu as un buzz, tu as des contrats, tout le monde te veut en même temps, c'est dur de refuser. Mais il faut prendre le temps de bien choisir nos faire attention, nos contrats. C'est ça, il faut se faire attention. Et ça m'amène aussi, bon, toi, lorsque on a tous, j'allais dire, le terme la peur, est-ce que pour toi, c'est utile pour réaliser, pour t'aider à te propulser de l'accomplissement d'un projet, d'une nouvelle aventure? Tu dis, je sors un nouvel album, il est lancé, je peux plus rien faire. Et là, c'est comment tu arrives à vaincre, à dompter, à contrôler cette crainte-là? Ouais. Ce qui est difficile, c'est que la peur, ça peut être bon, le doute, ça peut être bon pour la création, mais quand il est temps de performer ou d'interpréter, c'est là que ça peut devenir négatif. Puis que moi, parfois, dépendant des situations, j'ai encore de la difficulté à gérer ça. C'est sûr qu'à mon lancement d'album, vu que ça faisait 4 ans, j'avais pas fait 2 ans de tournée avec les chansons, j'étais très nerveux, très fébrile de le sortir, parce que c'est mes tunes, c'est mon histoire, c'est ma musique. T'es tout nu, là. Oui. Tu dis au monde, je me mets tout nu, regardez, puis faites-en ce que vous voulez. Alors, autant que j'étais fébrile et autant que j'étais en paix avec l'album il m'appartient plus, tu sais. Ça m'a amené, ça t'appartient plus parce que tu pourrais travailler à l'infini ton projet. C'est jamais fini, mais ça t'appartient plus. Qu'est-ce qui te donne satisfaction? Quand tu as fini ton album, comment tu te récompenses? Aïe, c'est pas facile parce que c'est quoi? C'est à recommencer à zéro. Puis il faut prendre le temps de se récompenser par... Ça m'a pris du temps aussi avant de le comprendre, là, mais que ça soit 15 personnes qui t'applaudissent ou juste un ami qui te met la main sur l'épaule en disant « bon travail », moi, c'est comme ça que je me récompense. Puis je me dis « wow, OK, je suis peut-être pas tout seul à triper ou à
à remarquer le travail qu'il y a derrière tout ça. Et en créant, moi, quand je crée une chanson avec un de mes amis avec qui je coécris depuis longtemps ou que j'écoute moi-même seul une chanson que je suis fier chez nous, c'est de même que je me récompense. Tu as une satisfaction, comme tu as dit, je retourne pas en arrière. Si tu écoutes Porcelaine, l'album, tu dis pas « Ah, cette chanson-là, je devrais la prendre, la retravailler parce qu'à Magas, on n'avait pas les moyens, l'âge que j'avais. » Jamais, Okay. jamais. C'est sûr que j'ai la possibilité de faire ça live. Il y a des chansons que j'adapte, mettons une tune rock de mon deuxième album, je fais « Hey, je trouve que le texte est bon, mais il ressort pas bien. » Puis là, je la refais live pour que le texte ressort. Mais ça, j'ai le contrôle là-dessus. Mais de dire « Ah, j'aurais aimé ça qu'elle sonne différemment. » Mais non, j'ai fait le maximum dans le temps que j'avais. Donc, je ne suis pas nostalgique, c'est ça ta question. Oui, mais donc tu arrives parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Et là, je reviens à la peur. La peur, mais en même temps, on a tous des peurs comme artistes, comme acteurs, comme musiciens. Des fois, c'est la crainte financière, la crainte de la jalousie. Des fois, c'est des trahisons. Des fois, c'est des déceptions parce que tu n'es pas sélectionné pour le rôle. Comment tu arrives à te reconstruire? Comment tu arrives à dire Colin, ça continue, the show must go on? C'est un monde de fous. Mais ce que j'ai réalisé, Hugo, dans tout ça, parce que je vais être bien honnête, j'en ai vécu là, des jalousies de voir du monde à la disque que je comprenais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là ou soit que j'aimais pas leur travail, mais ça reste que si on attend le moment de se faire prendre par la main par quelqu'un de reconnu ou par le grand public, on fera jamais, on n'ira jamais. Fait que moi, je regarde j'ai des idoles comme Richard Desjardins ou Vincent Vallière que je me dis, hey, mon Dieu, les gars, ça a pris du temps avant d'être reconnus, mais ils n'ont jamais laissé tomber. Ils ont toujours gardé leur son, ils ont toujours gardé le cap. Ils n'ont jamais attendu de se faire dire « Hey, t'es hot » et d'avoir un article à la presse où tout le monde en parle avant de... Fait que c'est jamais de perdre le cap. Oui, ça, moi, je sais que je vais toujours faire de l'art jusqu'à la fin de mes jours, peu importe si je suis le boss du mois ou si jamais je suis reconnu, je vais toujours en faire. Donc, ça, j'ai appris avec la sagesse de continuer malgré ça. T'sais. C'est sûr que la reconnaissance, c'est important dans notre monde, tu le sais. Là. Oui. Mais c'est sûr que c'est bien d'avoir la reconnaissance, mais c'est rendu que moi, ça me frustre moins puis j'attends moins ça que quand j'avais peut-être 20 ans. Et le deuil, tu sais, comme Ramdam, lorsque ça a terminé, où tu sors un album que tu as travaillé avec une équipe, un ingénieur, et là, tu dis, wow, on est dans un moment, on est dans un buzz et... j'aime pas l'expression toute bonne chose à une fin, là, parce que je trouve que c'est un peu défaitiste, mais oui, effectivement, toute bonne chose à une fin. Se reconstruire, de quitter une équipe d'enfer, est-ce que c'est quelque chose, toi tu dis, je suis pas nostalgique, je continue d'avancer? Ben, ça reste que ça veut pas dire que parce que je suis pas nostalgique que je suis pas sans émotion puis que je m'en lave les mains, tu sais, puis je m'en lave les mains puis je fais next. C'est juste que j'aime regarder par en avant parce que sinon, on va vivre. Sinon, c'est triste de dire « Ah, c'est terminé, ça, c'est terminé. » Tu sais, moi aussi, j'ai les blues là, quand je reviens de 2 semaines de vacances de dire « Ah, c'était le fun, hein, on aurait pu rester plus longtemps. » Mais sinon, si ça n'existait pas, tu ne savourerais pas ce que tu as vécu. Puis des souvenirs, c'est correct d'en avoir, tu sais. Oui. Fait que quand Ramdam est terminé, j'étais le premier, tu t'en souviens, j'étais le premier à dire « Hey, regarde, c'est correct, on va tous passer à d'autres choses, tu sais. » Puis je faisais semblant que ça me faisait rien. Puis j'étais le premier à brailler comme un bébé avec tout le monde dans mes bras, tu sais. Pour te montrer qu'on ressent des choses pareilles. Fait qu'il ne faut jamais oublier ça. Et avec le temps, après ça, on lâche la peur, là, mais avec le temps, est-ce que c'est plus facile à gérer la pression, le trac? Non. C'est-tu quelque chose qui va en augmentant? Non. C'est sûr qu'avant, moi, j'étais nerveux quasiment 2-3 heures avant de monter sur scène, puis 2-3 heures après être monté sur scène, j'avais encore l'adrénaline. C'est moins pire qu'avant, c'est rendu une demi-heure. OK. Fait que ça se gère, mais ça se perd pas. Puis ça dépend c'est quoi aussi, tu sais, c'est sûr. Moi, quelqu'un qui me dit écoute, tel artiste ou tel gérant ou tel producteur est dans la salle, puis qui grossit la patente, moi, c'est sûr que je fais oh mon Dieu, OK, il y a des attentes, ça me stresse plus. Mais c'est la vie, c'est la réalité. Tu sais, des fois, j'aime ça être dans ma tête. J'aime mieux pas le savoir, puis donner ce que j'ai, puis le savoir après. Tu sais. Il y en a pour qui ça les craint. Moi, je connais du monde que plus que c'est gros, plus c'est stressant, plus ça les craint, puis ça les motive. Ça dépend comment on les fait. Hein? Moi, si je me ferme les yeux, je chante mes tunes, ben, je vais me donner, puis à mon max, puis ça va être ça ma bouée de sauvetage, puis qui va me craquer. Le trac est là parce que souvent, moi, je dis que c'est le respect du public. Exactement, mais ça prouve que tu donnes de l'importance à l'événement. Sinon, c'est comme si tu allais puncher à l'usine.
comme un ouvrier. C'est la même chose. Puis moi, l'art, je trouve que c'est différent. C'est une autre manière de se donner. T'sais. Et tu dis une demi-heure, ça veut dire une demi-heure avant, tu as le track, et une demi-heure après, t'atterris déjà après une demi-heure après le show? Moi, c'est différent. C'est tu peux aller te coucher une demi-heure après, ou tu dis, waouh, là, je suis allé sur l'adrénaline? Là, non. L'adrénaline reste après le show. Puis je dis toujours au monde, ceux qui viennent me voir en spectacle, je dis, si ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, puis tu penses qu'on va le jaser 1 heure avant le show, ben t'es mal tombé, parce que moi, je suis focus avant le show. Je fais les 400 pas, je me concentre, j'essaie de me faire des scénarios que ça va bien aller, je me motive, j'essaie de méditer dans ma nervosité. C'est pas toujours évident, là, mais il y en a que je connais, ça prend 4-5 bières, ça jase, puis ça niaise avec ses chums, 2 secondes avant de rentrer sur scène. Chacun, on a notre manière de gérer ça. Moi, je suis un intense. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un intense, mais c'est le même que j'apporte le métier. C'est ça, tu te connais, puis tu dis, garde, moi, pour être capable de livrer une bonne performance ou un bon show, comme acteur, on déconne un peu plus. Mais, oui, c'est sûr, mais si j'avais juste une journée de tournage, je déconnerais pas mal moins que s'il y en avait 100 comme on en faisait, c'est sûr. Pour clore la peur, la crainte, tout ça, actuellement, quel échec qui te le fait le plus avancer jusqu'à maintenant? Et sans cet échec-là, est-ce que ta vie serait différente? C'est une bonne question, ça. Quel échec. Je vais t'avouer, après que Ramdam ait terminé, j'avais eu 2 propositions de films sur la table pour des gros rôles, là, des rôles lead, oui. Et qui n'ont pas fonctionné. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que la musique était là, puis une chance qu'elle était là. Parce que j'en ai pris soin, je m'en suis occupé. Ça m'a toujours sauvé dans les périodes creuses de notre métier de fou, là, quand on a moins de voix, moins de personnages, moins d'auditions. Elle a toujours resté là, tu sais. Fait que ça m'a prouvé que je n'étais pas esclave de mon métier, puis que je ne suis pas un gars qui va stresser pour l'avenir de ça fait 5 ans que j'ai pas eu de rôle principal dans une série, je lâche le métier. Ben non. Je continue mon bout de chemin, puis j'y crois là-dessus. J'ai toujours cru que ça... de faire confiance à la vie pour ça, pour le timing. Parce que moi, je vais toujours être prêt. Tu comprends-tu? C'est même que je vois la vie. OK, parfait. C'est extraordinaire. Il y a de la sagesse, cet homme. J'aime ça, moi. Hey, non, mais c'est vrai. C'est tant mieux. Alors, Kim commence à faire des conférences. Parfait. Je vais être trop nerveux. Mais non, je vais être trop nerveux. D'ailleurs, je te félicite parce que c'est pas facile de faire ça, d'affronter des foules avec notre façon de penser. Puis, justement, oui. Merci. Bravo. Et là, justement, Crème, tu sautes des questions. Tu m'aides à aller dans les questions. Là, en fait, Hugo va nous quitter, je vais continuer tout seul le podcast. Alors, on parlait de la peur. Voilà, la peur. Quand tu parles de justement confronter les gens, tout ça, pas nécessairement confronter, mais il y a beaucoup d'algorithmes qui en savent de plus en plus sur nous. Ce que tu as aimé il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce que tu aimes aujourd'hui, Google l'a pas oublié. Ça nous flatte de plus en plus dans le sens du poil. Le contenu que la majorité reçoivent, c'est pour nous plaire, pour nous conforter. Comment on peut arriver à se surprendre? Comment on peut arriver à s'émerveiller? C'est dans notre tête que ça se passe, c'est ça. Faut oublier le monde extérieur qui nous garoche de trucs comme ça, tu comprends? Faut se créer un monde. John Lennon l'a dit, hein? Tu sais, c'est nous les rêveurs, tu sais. Faut pas s'oublier dans le quotidien qui est très dans notre face, qui est très cruel, tout ça. Faut juste jamais oublier que faut se voir plus loin que notre nez, tout simplement. Tu sais. Est-ce qu'il faut se brancher sur d'autres choses? Dire, écoute, à un moment donné, il faut déjouer l'algorithme, te dire, parce que ce que tu reçois comme nouvelles, c'est pas les mêmes que moi. C'est généralement dans un but mercantile de te faire vendre de la pub, etc. Ça me fait peur, je dois t'avouer, parce que ça m'a pris du temps, moi, mettons, avant d'avoir un cellulaire. J'ai jamais été très, très près des réseaux sociaux non plus. Je suis pas à la fine pointe de la technologie, même si ça m'aide beaucoup dans mon métier, là, si tu le sais, là, pour faire de la musique. J'utilise ça, j'ai mon studio chez nous. Mais je trouve ça épeurant de savoir qu'on est suivi, tu sais, qu'on peut être retrouvé. Il y a une époque, Hugo, là, je peux aller à mon chalet là, il y a 5 ans, là, puis ouvrir mes emails 3 jours plus tard, là, puis tout était beau, tu sais, tout était correct. Oui. C'est impensable aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est rejoignable tout le temps. C'est une laisse, là, un cellulaire. Là.
Puis les publicités qu'on se fait garrocher, c'est parce qu'on se fait suivre partout. C'est pas normal. Moi, je trouve ça très, très apeurant. Donc, ça me fait très, très peur. Et ma question, c'est selon toi, pour que les gens qui nous écoutent, où on est tous connectés, j'appelle ça le 207e os qui nous a poussé au bout des mains, là, c'est le cellulaire que tout le monde a. C'est excellent, ouais. C'est triste, mais c'est excellent. Oui, mais est-ce que je reviens à ma question, donc, pour se surprendre, s'émerveiller, est-ce qu'il faut aller se perdre dans le bois, dire je me débranche? Je sais que c'est difficile pour la plupart des gens, moi le premier, mais oui. Il faut arriver à faire ça? Moi, c'est ça, c'est comme je t'ai dit, moi je suis pas près de ça, fait que je suis capable de le faire. Là. Quand je joue de la musique ou que je débarque dans un monde, je suis capable de le faire. Tu te sens pas, mais il n'y a pas un malaise de dire là, j'ai pas pris... Pas tout. Moi, quand j'oublie mon cellulaire chez nous, là, je suis content. Tu deviens pas mal. Je viens pas mal pantoute, ça me fait mon affaire parce que ça fait que je suis plus rejoignable, je peux respirer un petit peu. Okay. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir imposer des moments de tout ça. Puis moi, ça me fait peur pour mes futurs enfants. Tu sais. Est-ce que imposer, c'est le bon terme ou je dirais démontrer qu'il y a autant de bonheur à ne pas être connecté? Il y a même... Mais c'est un différent bonheur. C'est parce que là, notre bonheur est qu'on a accès à Internet, des vidéos, tout le monde est un photographe maintenant. On a accès à plus de trucs que les gens... Qu'avant, c'était juste des professionnels qui s'occupaient de ça. T'sais. Alors, il va falloir quasiment obliger le monde à prendre des breaks maintenant. C'est ça qui est... Parce qu'Apple veut faire avec sa dernière application, de montrer le temps que tu passes en ligne pour te dire, nous, veux-tu qu'on t'aide à te débrancher? Veux-tu programmer ton téléphone pour qu'il n'ouvre plus? Écoute, t'as passé 4 heures aujourd'hui. Il faudrait peut-être que tu t'entraînes à en faire moins. C'est-tu une vraie patente qui peut marcher? Moi, ça ouvre. Je ne l'ai pas testé. Cool, je l'ai pas. Je sais, peut-être pour avoir cool, mais parce que là, ça m'amène à l'autre question, que dans tout... Tu sais, il y a beaucoup d'agitation sur le web, il y a beaucoup de bruit. Comme artiste, comme chanteur, auteur, compositeur, comme acteur, comment on peut arriver à se faire remarquer dans tout ce bruit, dans toute cette pollution-là qui est autour de nous? C'est une très, très bonne question. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on dirait que le premier mot qui me vient, c'est scandale, tu sais. Non, mais pour être honnête, il y a quelqu'un que je n'aimerais pas dans mon milieu qui m'a déjà dit, ben, tu sais, fais un scandale, mets-toi tout nu, fais quelque chose pour te faire remarquer. Dans le sens, ce qu'il me disait, c'est parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais de nos jours, c'est comme si on n'avait pas le choix pour se faire remarquer parce que moi, je fais malheureusement de la musique qui est planante, douce et qui dérange pas trop les oreilles. Fait que c'est comme si tu me connais pas, ben tu seras pas choqué par ce que je fais. Fait que c'est quoi les moyens qu'il faut que je prenne? Moi, le moyen que j'ai pris, c'est de jamais lâcher. Donc, c'est comme un contrat à long terme que je me suis donné, tu sais. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça choquer, je suis quelqu'un de smooth. Puis dans ce monde-là, c'est pas facile de se faire remarquer. Donc, j'ai pas de réponse à ta question pour ma part. Pour les autres, ben les gens peuvent continuer à faire des niaiseries, mais pour se faire remarquer. Mais moi, si c'est senti, je vais être de leur bord. Si c'est pour le fait qu'ils se fassent connaître, je ne serai pas de leur bord. Ou est-ce que c'est d'arriver à créer avoir un certain talent? Je prends Régent Ducharme, l'auteur qu'on n'a jamais vu, qui accordait jamais en entrevue. J'oublie le nom, le graffiti, celui que son tableau a passé à Déchiqueteuse. Oui, c'est ça, c'était super, ça. Et j'ai pas le nom en tête, là, malheureusement. Et puis, lui, personne ne sait c'est qui. Il se cache, il arrive à créer. Tu crées un mystère, en fait. Ouais, est-ce que donc le scandale, le mystère, l'authenticité, que les gens vont aller te trouver, de dire, nous, on aime ce que tu fais et quasiment, si tu te caches, on veut aller te repérer. Oui, tu sais, je sais qu'à un moment donné, Arcade Fire, le groupe de Montréal, faisait aussi, il cachait dans des, je sais pas trop quoi, là, des boîtes de céréales, des codes pour retrouver un show caché qu'il allait faire le lendemain soir. Dans des boîtes de céréales. Tu sais, dans le sens qu'il fallait que tu sois un ultra fan pour pouvoir avoir accès à ces spectacles-là. Ce qui est étrange, c'est que moi, j'essaie de vendre le plus de billets possible à mes shows. Fait qu'ils n'ont pas le même problème, je te dirais. Mais je pense que c'est le premier groupe qui a dit... un buzz. Eux, ils ont dit, on n'a pas besoin des masses médias traditionnels. On a avec les réseaux sociaux, on est capable de générer. Si vous venez assister à notre spectacle, paye ton billet. Que tu sois des top journalistes, j'appelle les médias traditionnels. Mais tu t'en souviens-tu, regarde, pour te prouver que c'est pas toujours vrai, là,
de ce que je pense, de ce qu'on a reçu de ce scandale-là, c'était pas nécessairement positif. Tu sais, quand YouTube ont donné gratuitement leur album, ben le monde a plus chialé que d'autres choses, puis tu avais un album gratuit de YouTube. C'est une atteinte à la vie privée, je pense que les gens ont gueulé. C'est ça. Fait que ça, c'est un coup de marketing qui était supposé être très positif, puis ça a été un flop, tu sais, parce que les gens étaient comme, je veux pas avoir cet album-là, je vais avoir le choix de ce que j'ai dans mes affaires. C'est ça, là, c'est comme tu viens d'entrer dans ma... T'es entré dans ma bibliothèque sans ma permission, et ça, je pense que c'était et ça va aller de plus en plus, le désir d'avoir un minimum de vie privée, et surtout, je pense que au niveau artistique, on voulait pas... Et tu parles dans... Sauf que c'est n'importe quoi, parce que ça reste que c'est de l'art, puis les gens savent même pas qu'ils sont contrôlés sur d'autres applications de leur cellulaire. Ben ça, je pense qu'ils savent, ils veulent peut-être pas le voir parce qu'ils voient le côté positif. L'ignorance, ça tue, hein? Ça va tuer l'être humain, l'ignorance. Et en parlant de téléphone et d'applications, sur ton téléphone cellulaire, quelle est la dernière photo que tu as prise? Tu veux que j'aille voir? Est-ce que tu veux que j'aille voir? Oui, vas-y. Va voir. Oui. C'est le menu d'un nouveau restaurant qu'un ami a ouvert dans le quartier Angus de Montréal, que j'ai envoyé à ma mère. OK, toi, t'es... OK, regarde. Moi, c'est très informatif. C'est pas du tout... Moi, je suis pas un gars qui prend des photos. T'aimes pas prendre des photos? T'aimes pas... Pas vraiment, non. Je suis un gars qui prend des photos avec ses yeux. C'est ça, c'est bon. Donc, t'aimes vivre le moment. En voyage, t'es pas le genre à prendre 1001 photos, là. Tu veux le... Si j'ai un bon appareil, je vais te prendre les photos, mais jamais je vais les mettre jamais je vais les sortir tant que ça sur Internet. T'sais, j'en ai mis sur Instagram pour mousser mon lancement, mon album, mais je le fais vraiment comme un professionnel le fait pour son travail. Je le fais pas par divertissement. T'sais, je sais qu'il y en a que c'est naturel, pas moi. T'sais. Moi, je le fais parce que je dois le faire. Oui, ça fait partie du métier. À un moment donné, il faut garder. Oui, je comprends. Mais tu sais, quand je te disais que je suis un artiste qui aurait pu avoir une carrière dans les années 60-70, c'est ça que ça veut dire. C'est que maintenant, on est obligé, tu sais, ça fait partie du travail de se montrer, de partager, de créer des événements, de faire des photos que les gens te suivent dans ton quotidien. J'ai de la misère avec ça, mais je comprends que c'est dans l'ère moderne. Ça fait partie. Le référencement, c'est que les algorithmes fonctionnent par fait du référencement pour attirer l'attention. Ça revient à ce que je te disais, comment se faire remarquer dans tout le bruit. Sauf que moi, quand j'ai choisi d'aimer la musique et de créer des chansons, là, est-ce que tu penses vraiment que je me disais c'est bien parce que je vais pouvoir me filmer, prendre des photos de moi. Mais non, c'est pas ça que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi de faire de la musique. Ça vient avec. C'est ça la différence. C'est une nouvelle réalité. Et quel est l'avantage d'être une célébrité? L'avantage d'être une célébrité? Oui. Célébrité dans le fait d'être connu. Être connu, je veux dire, t'es connu. On a de l'amour du public puis la reconnaissance du public. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme ça, dépendant des jours, ça peut être plus agréable ou moins agréable. Ça dépend comment tu fais, comment que les gens t'approchent. Mais en général, moi, je trouve que le monde sont super fins puis c'est de l'amour. Les gens, la fidélité des gens. C'est ça la célébrité que ça peut amener, la curiosité. Parce que, exemple, ceux qui ont écouté Ramdam, qui ont aimé mon personnage, qui ont dit hey, « je me reconnais dans ce personnage-là », ça peut aller dans les deux sens. Ils peuvent dire « écoute, moi, ça ne m'intéresse pas sa musique ou ce qu'il fait en dehors de ça. Je trouve ça ne doit pas être très bon. » Il y en a qui jugent facilement, donc ça peut être négatif. Mais ça peut être positif quand les gens font « ah, je suis curieux d'aller entendre. » Et s'ils aiment ça, s'ils vont me suivre, ils vont rester fidèles. Donc, ça peut créer ça, la célébrité. OK, parfait. Et puis, libre à toi de répondre ou pas à cette question-là. Elle est, entre guillemets, plus intime. Est-ce que tu as une phrase que lorsque tu étais gamin, que tes parents te chuchotaient avant d'aller au lit ou dans ta vie que tu dis, ça, là, je pourrais me la faire tatouer. Ça fait partie du patrimoine émotif de ma famille. C'est une phrase qui me bouge encore, qui est dans ma vie, là. Ben, c'est pas nécessairement une phrase philosophique que je veux te dire, mais ce que mes parents m'ont toujours dit quand ils m'ont fait écouter de la musique, ils m'ont fait prendre une guitare, ils m'ont amené dans mon premier plateau de tournage, ils m'ont toujours dit amuse-toi là-dedans, puis si jamais tu n'as plus de plaisir, on va te supporter, puis on va t'aider, puis il faut jamais que tu te sentes forcé. Et ça m'est toujours resté parce que, regarde, aujourd'hui, j'ai la chance de quand même choisir la plupart de mes contrats puis la plupart des projets que je veux faire. Donc, ils m'ont appris que j'ai le choix d'être heureux dans ce que je fais. Donc, c'est pas mal ça que j'ai retenu quand j'étais jeune de mes parents. Le mot plaisir, autrement dit. Le mot plaisir et le fait d'être bien dans ce qu'on veut faire.
de choisir d'être bien dans ce qu'on veut faire. OK, ben c'est quand même, c'est assez sage de la part de tes parents. Là, ça donne ce qu'on a devant nous et ce qu'on entend, ça nous plaît. Ça nous emballe, ça nous emballe. Ça nous fait sentir des choses. Actuellement, ton idole, qui est ton idole et pourquoi c'est ton idole et quelle activité aimerais-tu faire avec cette personne-là? Ah, ça c'est... Ben, Hugo Dubé, le podcast, ça, c'est fait. C'est parfait, ça. Voilà, ça, c'est bucket list, chick. Mais Justin Vernon du groupe Bon Hiver ou Bon Iver, ça dépend comment tu le dis. Je ne sais pas si tu connais, c'est un gars qui se réinvente beaucoup et qui fait autant de la musique folk que de la musique électronique. Puis c'est un gars qui s'amuse puis qui est prolifique. Donc, je pense que je me pèterais un jam. Je jammerais de la musique avec ce gars-là. C'est ça que je ferais. Ils disent que tu ferais un bœuf. Je ferais exactement, c'est ça que j'allais dire. On va faire un bœuf pour faire une jam. Alors, c'est ça que je ferais. Puis, j'ai choisi quelqu'un de jeune, parce que ce gars-là, je pense qu'il est dans la trentaine, parce qu'on peut s'apporter différentes inspirations. Parce que les personnes plus en sagesse, ils ne t'apportent pas d'inspiration. Non, c'est juste que je réalise que si tu me donnes le choix... Oui, c'est ça. Oui. Je prendrais quelqu'un de jeune, pas parce que je ne veux pas rien me faire apprendre par quelqu'un qui est plus vieux et qui a plus d'expérience. C'est que ça peut développer des amitiés, puis on peut se dire où est-ce qu'on est rendu chacun notre bord, puis s'inspirer autrement aussi. Est-ce que tu aurais le guts de dire, je l'appelle, je prends contact avec lui, je m'organise pour... Ouais, malheureusement, là-dessus, je suis un peu le gars gêné qui dira jamais à la personne, à l'artiste qui aime, qu'il l'aime, sans avoir, mettons, l'occasion. Parce que je me suis toujours dit que, oui, c'est bien d'être opportuniste, mais moi, je veux que le moment se présente. Je veux pas être le gars qui va tout faire pour rencontrer son idole, pour ensuite avoir le go de son idole, pour faire de quoi. Mais non, mais je dis pas tout faire, mais est-ce que tu peux enclencher tu me dis que tu es en mouvement, poser quelques gestes, parce qu'ils disent qu'on est quoi, à 3 personnes de rencontrer celui ou celle qu'on veut rencontrer. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, je parlais justement avec ma bouqueuse de show, puis je disais, j'aimerais ça faire les premières parties de gens que je respecte, des Daniel Bélanger, des Marc Derry, des gens comme ça. C'est quelque chose que, oui, j'ai l'impression, au Québec, en plus, on voit ça des fois plus gros que ce que c'est, mais tout le monde se connaît un petit peu. Oui. C'est un petit monde, hein? C'est plus petit qu'on pense, comment on dit ça? Le showbiz. Le showbiz, c'est ça que je cherchais. Showbiz. Champagne showbiz. Mais des fois, on voit ça plus grand qu'on pense. Je pense même à l'international, c'est la même chose aussi, non? Ben peut-être, oui, peut-être. Je te le souhaite si c'est quelqu'un que tu voudrais te péter un bœuf, comme on dit. C'est ça. Tu te souviens que les Beatles avaient écouté Jaune de Jean-Pierre Ferland? Ça, c'est comme inimaginable. Je sais pas, tu m'apprends quelque chose. Oui, tu savais pas, oui. Fait que t'imagines, tu apprends qu'un de tes idoles a écouté ce que tu as fait. Moi, juste ça, je pense que ça serait plus gros que rencontrer la personne. Fait que ça peut être un rêve, ça, Hugo, de possible. Que la personne t'écrive, dise, je viens d'écouter ton album, bravo, félicitations. Ouais. Qu'un artiste que je respecte internationalement a écouté mon disque, il a apprécié. Écoute, Hugo, plus fort que ça, même que je le sache pas, c'est merveilleux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Que ça se passe, c'est ça qui est important. C'est peut-être déjà en train de se faire. Parce que c'est très possible, mon chum. T'as quand même... T'as quoi? T'es à 5 albums, là, c'est déjà prolifique. Ça fait quoi, depuis 2012 que t'as commencé à écrire des... Ouais, mais mon premier groupe, c'était 2000... Tu sais, j'ai fait un mini-album avec mon premier groupe. C'était 2008, je pense. 2008? Ça va faire 10 ans. Ça, c'était pas dans Ramdam. C'était quoi le nom du band dans Ramdam? C'était Les Bannis. Les Bannis. Déchiré, je suis déchiré. Merci à Fred Saint-Gelais. Oui, c'est sûr. Oui. C'est Fred Saint-Gelais. Fredo. Je me le fais encore demander en spectacle. Je te dirais que c'est. Voyons donc, toi. L'as-tu déjà joué live? L'as-tu déjà joué en show? Mais j'ai jamais joué ça live. Pourquoi? C'est là, on l'a fait une fois. À une fête d'enfants au Parc Jean-Drapeau. Ça serait rigolo que tu dises à un moment donné, je la fais, mais juste, je sais pas. Je la fais, mais à ma sauce. Je pourrais la refaire à ma sauce. Est-ce que ce serait quelque chose pour toi de faire un album live? Ben oui. Même que j'ai l'impression que je suis pas rendu là parce que
j'ai 3 albums solo, donc c'est sûr que là, je peux commencer à avoir du plaisir à choisir mes tunes préférées de chaque album pour faire un show. Oui. Mais un de mes rêves, c'est de faire comme un de mes artistes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chris Whitley, qui s'est enregistré en une journée, un micro sur son pied, un micro sur sa voix puis sur sa guitare. Et puis il a fait les chansons qui le faisaient plus vibrer de tous ses albums live en une journée. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ouais, OK. Ça m'amène justement à J'ai encore répondu à 3 de tes questions. Non, oui, tu réponds, c'est parfait, mon gars. On voit que tu as l'habitude là-dedans, c'est bien. Et l'autre question, justement, et on approche de la fin, de la finale. Dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, tu sais, on dit souvent, je te souhaite du succès. Oui. Mais moi, je pense qu'on peut me souhaiter de continuer à être inspiré. C'est ce que j'aimerais qu'on me souhaite. De garder la forme créative. C'est pas pire, ça? Oui, mais c'est donc dans 3 ans, c'est d'arriver à... D'arriver encore à avoir des bonnes idées puis d'être encore cool. C'est ça que j'aimerais. Parce que même si j'ai 33 ans, je vieillis, là, tu sais. C'est à quel âge on est plus cool, Hugo? Je te regarde, t'es encore cool, toi. Ben, j'ai déjà fait un moment donné, puis je vais en parler éventuellement dans un autre balado. Est-ce que le fait de vieillir, on a l'impression d'être moins créatif? Moi, je pense que c'est d'être, comme tu dis, en mouvement, de continuer de s'émerveiller, de continuer de chercher l'équilibre, je pense. Et toi, t'es en train tu te découvres de plus en plus parce que je veux pas, c'est un work in progress, devenir un humain puis aller jusqu'à la mort. Là. Mais c'est quasiment comme un défi à la perfection du bonheur ou de se pousser soi-même jusqu'à sa mort, effectivement. Et moi, j'ai une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Comme personne sur mon album qui parle vraiment de se faire confiance et de s'aimer soi-même avant de mettre le bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Puis il y a une phrase qui dit « Je pensais que devenir vieux, c'était de perdre le feu, mais il y a toujours une flamme qui brûle dans mes yeux. » Oui. Ben c'est ça, tu sais, c'est de dire « Hey, je l'ai-tu encore? » Mais pour réaliser que tu as encore le feu, tu sais. Fait juste d'être motivé, ben tu as ta réponse. T'as des gens à 20 ans qui sont morts sur 2 jambes, t'en as qui ont 85 qui sont encore allumés, là. Tout à fait. C'est l'impression. C'est une question de volonté puis de choix. D'avoir des projets, d'avoir des contacts, les gens que tu fréquentes, on devient et on pense comme les gens que l'on fréquente. Et quand tu parles, l'avant-dernière question, et celle-là, tu me dis oui ou non si tu réponds. Quand j'écoutais ton album, j'ai eu à m'amener qu'est-ce qu'il veut dire par « en t'attendant » ? Pour la chanson En t'attendant? Oui, j'ai fait. Il est en train de nous avertir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je me suis projeté dans la tête d'un nouveau papa. C'est ça que j'ai fait parce que c'est quelque chose que je souhaite depuis une couple d'années. Là. C'est quelque chose qui m'appelle. Là. Je vois des enfants puis ça me fait lever le poil sur les bras. Fait que c'est ce qu'on te souhaite dans les prochaines années. Merci. Je le souhaite aussi. De réaliser ce souhait-là d'être papa, d'entrer dans cette beauté terrifiante. J'ai envie de répandre l'amour que j'ai assez pris soin de moi. J'ai envie de prendre soin de quelqu'un d'autre. Fait que, je pense que je vais bien le faire. On verra. Je ne peux pas le savoir d'avance. Mais dans cette chanson-là, je sais que le Kevin Murphy, avec qui j'écris depuis très longtemps, il venait d'avoir son fils. Puis moi, j'y parlais de mon désir aussi, fait qu'on a composé une tune là-dessus. Puis ce que j'aime de ce texte-là, c'est que on parle des doutes, on parle des inquiétudes. Tu sais, je dis que c'est la plus belle chose qui peut arriver dans une vie, mais que c'est vraiment épeurant, tu sais, que ça peut foutre la chienne. Parce que tu n'as pas le manuel d'instruction, tu es obligé de l'apprendre. Ben non. Un de mes chums, il me disait aussi, quand j'étais à l'hôpital avec son jeune enfant, il me disait, tu sais que ce que je fais en ce moment, c'est la première fois que je le fais, là, tu sais, puis il y a bien des affaires, ça va être la première fois. Oui. Donc, c'est normal de se péter la gueule puis d'être maladroit, tu sais. Donc, je trouve ça beau dans la maladresse, tu sais, de vivre, d'avoir un enfant, c'est que tu vis quelque chose dont tu n'es pas prêt, que tu ne seras jamais prêt, mais que c'est la plus belle chose au monde. Fait que tu apprends sur le terrain, tu donnes l'amour à cette petite bête-là, puis tu verras ce que ça va donner, tu sais. Je pense dans ton attitude, lâcher le contrôle. Tu es déjà prêt, je te le souhaite. Et en terminant, si on veut avoir de tes nouvelles, si on veut te rejoindre, comment on arrive à le faire via est-ce que c'est tremblay.com? Je ne suis pas rejoignable. non, mais y a-tu un endroit de prédilection? Tu dis, moi, là, j'ai tremblay.com, c'est là que vous avez toutes de mes nouvelles, tout est là avec j'ai une équipe d'acharnés. Oui. C'est sur le facebook.com/tremblaymusique.
C'est ça, c'est le Facebook de ma page d'artiste. Puis dès que je peux, je vais voir les messages et j'essaie de répondre au plus de gens possible. Des fois, je suis un peu sauvage, des fois, je prends des breaks, mais je suis très rejoignable et parlable. Puis ça me fait toujours plaisir, ceux qui m'écrivent, qui aiment ce que je fais, que ça les a aidés à passer à travers des étapes difficiles. Moi, c'est ça ma paye, de savoir que les gens peuvent se reconnaître dans ce que je fais. C'est ça qui te motive à continuer. Donc, il n'y a pas tremblay.com. Là. Il y a tremblaymusique.com, puis il y a le Facebook aussi. Et il y a le tremblaymusique.bandcamp.com pour aller écouter mon dernier disque. OK, qui est extraordinaire. Moi, en particulier, La Trêve, là. Merci. J'avais l'impression que cet album-là, j'étais comme couché dans une piscine. Et je flottais dans une énergie de je sais pas, on se fait bousculer, on se fait brasser, et lui, il venait me supporter, il venait me soulever, il me soulève encore parce que je l'écoute. Il y avait quelque chose de réconfortant. C'était pas que t'étais pas, comme tu dis, je veux pas agresser, au contraire, mais j'avais l'impression, je sais pas, à travers ce bleu septembre, de flotter dans une allégresse. C'était quelque chose... Mais c'est voulu, mon Hugo. Je suis bien content que tu me dises ça. D'ailleurs, La Trêve, ça parle d'une genre de transe un petit peu de spirituel. Là, fait que ça fit avec ce que tu dis. Se reconquérir, tout ça, j'aimais ça. Je parle, comme je te dis, le bonheur... Réapprendre à s'aimer puis à savoir qu'on ne sera jamais parfait puis qu'on est humain. C'est ça que ça parle, l'album. T'sais. Ça parle d'imperfection puis d'accepter ça. C'est ça que ça parle. C'est réussi. Moi, je te le dis, je t'aime. Mais moi aussi, mon homme, puis je suis content d'avoir été choisi dans ton groupe écoute, merci. Merci encore, Maxime Desbiens-Tremblay. Merci à vous, en espérant que ça a pu inspirer du monde. Maxime Desbiens-Tremblay, sois sans crainte, tu es une personne inspirante et continue d'être en mouvement comme tu le fais. Continue de nous écrire des belles chansons. On te souhaite des rôles parce que les gens, le public t'apprécie et on aime te voir. Vous aimez ce genre de balado, de podcast? Abonnez-vous, partagez-le. Il y a mon site web hugodube.com qui vous donne le lien vers les différentes plateformes pour suivre ce podcast. Aussi, dans vos organisations, vous voulez parler de créativité, d'innovation dans ce tsunami de la 4e révolution industrielle. Écoutez, vous avez les adresses pour me contacter. D'ici là, allez, fais-le. Merci.